Je passerai des heures à contempler cette nature, à écouter le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, regarder les fleurs. La nature est tellement changeante, c'est comme la vie, elle nous réserve tellement de surprises. Originaire de Bourgogne, pas du tout montagnarde, rien ne présageait que j'allais faire cette traversée du Népal. Mais parfois, des rencontres nous font changer notre vie. On peut foncer sans réfléchir pour une personne qui nous tient à cœur. C'est l'histoire. Elle est pour toi, Matsumo. J'ai connu Tsumo par l'intermédiaire d'un ami et tout de suite ça a été vraiment une grande amitié qui s'est liée. Elle était vraiment fabuleuse, Tsumo. Elle avait le large sourire et puis elle rigolait tout le temps, elle dansait, la danse des canards je lui apprenais, elle savait par cœur, elle disait je t'aime. Et puis elle faisait beaucoup de blagues avec les Népalais aussi, elle était vraiment belle. Et ouais, c'était des moments particuliers, c'était comme une sœur on était liés. J'adorais parce qu'elle était vraiment décalée de ce monde, quoi. Elle avait peut-être 100 ans en arrière. C'est ça, sa simplicité, j'adorais. Une fois, je me rappelle, je l'ai emmenée à Pokhara, puis il y avait un lave-linge. Je pense qu'elle est restée peut-être 2 heures à regarder le lave-linge, comment ça fonctionnait, elle inspectait tout et tout ça. Et puis une fois, j'ai acheté aussi une peinture, puis il y avait des punaises qui étaient accrochées. Puis je voyais qu'elle marchandait, puis je dis mais tu marchandes quoi, Tsumo? Elle marchandait les punaises parce qu'elle ne pensait pas que j'en avais chez moi. Et c'est ça que j'adorais, cette simplicité que malheureusement on perd un peu. Mais on a quand même encore en montagne, mais en ville on ne l'a plus, quoi. Le 25 avril 2015, j'étais au Tibet pour essayer l'ascension du Shoyu à 8000. Donc il faisait grand beau ce jour-là. C'était magnifique, les glaciers superbes, pas de vent, rien, incroyablement tranquille. Tout d'un coup, vers midi, il y a eu une secousse qu'on a sentie. Avec un ami, on a couru, mais on ne savait pas pourquoi en fait. Et en arrivant au camp de base, on m'a dit qu'il y avait eu un énorme tremblement de terre au Népal. Alors là, c'était la panique pour tout le monde, que ce soit pour les guides, les porteurs, pour savoir si leur famille qu'il n'y avait pas de problème. Et après, moi, j'ai téléphoné aussi pour voir mes amis, voir comment ça allait. Et j'ai appris la mort de Tsumo. Alors là, ça a été pour moi... J'ai saigné du nez, je me rappelle, j'ai presque tombé dans les pommes. Alors, ouais, ça a été vraiment une catastrophe pour tout le monde et pour le Népal. Donc on a dû revenir en Suisse. Évidemment, l'expédition était finie, pour moi aussi, dans ma tête, elle était complètement finie aussi. Et alors là, j'ai décidé d'aller aider là-bas directement, d'avoir un peu d'argent ici et d'aller sur le terrain pour aider. Plus de 2400 morts et 6000 blessés, c'est le nouveau bilan toujours provisoire du séisme qui a frappé le Népal. Les secours s'activent à Katmandou, l'aide internationale s'organise même si elle peine à arriver sur place. Et dans l'Everest, situation critique au camp de base touché par des avalanches. On compte 22 morts et plus de 200 disparus. Alors après la catastrophe, je suis retournée en Suisse pour essayer de récolter le maximum d'argent. Parce que là-bas, ça coûte vite cher, les vallées, elles sont pas mal perdues et puis il faut porter, donc c'était important de faire ça. Donc on a aidé déjà la famille de Tsumo, après le village entier en achetant des matelas, du matériel de cuisine. Ensuite, on a construit des 2 écoles dans des endroits complètement différents. Puis je me suis dit, là maintenant, il faut aller voir dans des régions isolées, qui n'ont pas encore été aidées par le gouvernement. Alors, j'ai décidé de faire cette traversée du Népal, le Great Himalaya Trail. C'est un parcours environ de 4-5 mois, pour aller à la rencontre des gens et pour voir leurs besoins. Et puis, si en cas urgent, de retourner. Et puis aussi, je voulais vous faire aussi découvrir le Népal. Peut-être un jour, vous avez envie d'aller là-bas et puis ça leur permettra aussi d'avoir un travail. Donc, c'était vraiment ça mon idée. Le Great Himalaya Trail est une traversée du Népal d'est en ouest. C'est plus de 1200 km à travers une diversité des cultures, ethnies et différentes régions de montagne.
C'est plus de 4 mois de marche, on ne sort pas indemne d'une telle expérience. Le 11 mars 2018, c'était le grand départ, en compagnie de 5 Népalais et Tsumo qui était près de moi, je suis sûre. Nous partons pour cette grande aventure. Pour arriver au départ du Great, il faut 2 jours de transport et 8 jours de marche. C'est le Kanchenjunga Base Camp. Le décor hivernal s'était déjà installé. Je me suis dit, oh, c'est un manque de bol, c'est juste une journée. Mais il y aura eu plus de 50 jours de mauvais temps. La région du Kanchenjunga est complètement à l'est du Népal. La variété des paysages est incroyable. Rivières, prairies, glaciers et bien sûr le sommet du Kanchenjunga, le 3e sommet le plus haut du monde, 8450 mètres. On se sent isolé ici, loin de la cohue. On passerait des heures à se balader dans le village de Gumsa, à boire du thé avec les villageois ou les regarder à confectionner des tapis. Il y a un petit air de la Suisse là, avec les bis du Valais. Le passage de la région de Makalu était éprouvante. Le temps n'était pas avec nous. Cette partie si belle normalement a été un vrai cauchemar. Nous avons dû prendre un guide local car il était impossible de trouver le chemin. La neige était mauvaise. Nous nous enfoncions à chaque pas. Et avec notre chargement, c'était de gros efforts. Après ces nombreux jours de mauvais, il nous a fallu oublier l'idée de passer le Sherpa Nicol. Nous sommes descendus dans la vallée pour prendre un bus pour rejoindre le Khumbu. Comme vous avez pu le voir, le transport au Népal, c'est aussi un sport. L'idée de rejoindre le Khumbu, la région de l'Everest, me faisait oublier les secousses, les pannes et l'inconfort. Les routes, c'est rarement goudronné. Et souvent, les camions et tout ça, ils tombent en panne. Après, il faut appeler une grue pour sortir le camion. Alors, il faut vraiment pas être pressé. Pour, on va dire, 100 km au Népal, tu vas faire peut-être 8 heures, 9 heures, si tu crèves pas. J'arrivais au pays des Sherpas. Après plus de 15 visites dans cette région, c'était toujours un réel bonheur d'admirer ces montagnes et ces faces gigantesques qui paraissent impossibles à grimper. Moi, je suis impressionnée là-bas. C'est les porteurs qui portent
par moment, des fois ils portent 100, 120 kilos dans le Khumbu et ça m'impressionne toujours. Nanshe Bazar est situé à 3440 mètres. C'est le dernier village avant de commencer les treks d'altitude ou Tatakenfas. C'est souvent une halte pour faire une acclimatation. On trouve de tout ici. Croissants, vêtements, coiffeurs, banques et salons de massage. Avant de fermer la frontière, de nombreux Tibétains venaient au marché le samedi vendre leurs produits. Le passage du Tashilapsa était féerique. La chance était avec nous, un soleil radieux. En cas de mauvais temps, ce passage peut être très dangereux. Sumo n'aurait pas passé dans ces endroits. La dernière fois que j'étais avec elle, je faisais une acclimatation pour le Shoyo. Je suis tombée dans une crevasse de 6 mètres. Et grâce à Félix, j'ai pu m'en sortir. Elle pleurait tellement. Elle pensait me perdre, mais c'est moi qui l'ai perdue 2 semaines après. Quand nous arrivions à un sommet, je criais tellement que j'étais heureuse, ou je m'accroupissais pour embrasser le sol et remercier. J'étais par moments au-delà de mes limites, mais on s'embrassait toujours avec le team. Cette vie des Népalais me marquait beaucoup et je n'osais pas me plaindre, même si c'était dur. Rien n'est facile là-bas, surtout dans les endroits où ils n'ont pas la route. Ils vivent 80 ans, 100 ans en arrière de chez nous. Il n'y a pas de machine. Ils labourent les champs avec les bœufs, ils portent le foin, ils scient à la force de leurs bras. Comme chez nous, en Suisse, certains paysans partent pour la saison garder les moutons, les chèvres et les vaches dans les alpages. Ils appellent ça des yakarkas. Ils vivent souvent dans des conditions difficiles, avec comme abri quelques bouts de bois recouverts d'une bâche.
Nous sommes arrivés dans une carca. Il pleut à fond et donc cette dame reste 3 mois. Donc dans cette carca, elle a 110 chèvres et c'est incroyable où elle vit pendant ces 3 mois. Elle a un petit bébé de 8 mois. Voilà. Et le bébé, elle est sous la couverture. Voilà. Elle reste 3 mois ici. C'est là qu'elle vit. J'ai rencontré aussi beaucoup de femmes qui portaient leur bébé pour travailler dans les champs ou allaient chez le médecin dans le village d'à côté. Et ces écoliers qui marchaient des heures pour aller à l'école par tous les temps avec un immense sourire. Ils sont quasiment tous vêtus d'un uniforme. Comme ça, il n'y a pas de différence entre les riches et pauvres. Mais certaines familles envoient les enfants à travailler dès leur jeune âge, dans des lodges, car ils n'ont pas assez d'argent et sont souvent exploités. C'est pour ça que nous nous battons, pour ces enfants. Quand je croisais un groupe d'écoliers, ils étaient fiers de sortir leurs quelques mots d'anglais qu'ils avaient appris. What's your name? Ah, and you live here? Yeah. And do you go in school or not? I go to school. Ouais, in Tamé. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Les pouces en avant. Je n'avais pas le droit de me plaindre. Nous sommes arrivés au Rollvaling fin avril. Le décor était incroyablement fleuri avec des sentiers aménagés à la Suisse. Le lac glaciaire Tsårolpa culmine à 4500 mètres. Pour y arriver, c'est un immense glacier à traverser, interminable. Souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que ça n'a pas été évident tous les jours. Et puis je me répétais toujours la phrase d'un copain qui me disait « Quand on ne peut plus, on peut encore 6 heures ». Donc je disais ça, « Allez Karine, tu peux encore ». Et puis des fois, vraiment, j'avais des sales têtes, hein, quand même, une sale tête. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi. Voilà, on a fait le pass du Tachilapsa, on est en train de redescendre. Bonne surprise aujourd'hui, il a neigé un petit peu cette nuit, mais pas grand chose. Maintenant on va bien descendre jusqu'à 2000 mètres. On va avoir les petits plaisirs, déjà d'avoir peut-être un petit lodge, et puis de prendre un petit peu de l'eau chaude pour se débarbouiller, peut-être un petit chocolat. En fait, chez nous c'est normal, mais ici quand elle a longtemps à marcher, c'est la fête quand t'as ça, quoi. Donc je me réjouis de redécouvrir la suite. Là, je peux vous dire, je suis cuite. J'avance plus. J'ai rien dormi cette nuit. Ah, je suis cuite. Et j'ai quand même un peu peur. Yo bateau. Voilà, c'est ça la jungle. Ah, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. On a fait un peu la fête avec l'équipe et on a rencontré, j'ai rencontré un Français. C'était très sympa. Mais là, on a
1500 mètres à monter. Alors aujourd'hui, je la rote un petit peu. Mais ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Là, on a une dure journée encore aujourd'hui. On va pas mal être dans la neige. On va essayer d'arriver à Yogyakarta pour essayer de se reposer une journée. La nuit n'était pas terrible. Et puis maintenant, je vais mettre toutes les affaires qui sont mouillées. Évidemment que ça sèche pas. Ça fait quelques jours qu'il fait mauvais, donc on n'arrive pas à sécher les affaires, les chaussures, même les chaussures. Tout est... Enfin alors, je garde espoir et puis je garde la forme et le moral surtout pour... bon, de toute façon, je vais y arriver, ça je le sais. Il faisait vraiment froid. Ouf. Hier, il faisait froid. C'était... le moral, il était au plus bas. Mais maintenant, je suis contente. Maintenant, on va faire la partie un petit peu plus technique. J'espère que tout ça va aller. Mais je suis confiante, je reprends le moral. Je m'approchais gentiment du village de Tsumo, le Langtang. Elle m'a quittée depuis plus de 3 ans maintenant. À chaque pas, chaque rencontre, je sentais qu'elle était avec moi. Elle adorait rire, nous étions comme des sœurs. Elle n'avait eu aucune éducation, parlait un peu l'anglais, mais il n'avait besoin d'aucune parole. Juste de se regarder, on se comprenait. Alors, quand on est arrivé à Panchpokari, donc Panch, ça veut dire 5, Pokari, c'est les 5 lacs, il y avait vraiment beaucoup de monde. J'étais étonnée parce que c'était au milieu de nulle part. Et en fait, c'était des gens qui étaient payés à ramasser ces Yarsagumpa. Donc les Yarsagumpa, c'était des petits animaux, des petits vers au départ, qui sont transformés en racines. Alors, ça prend un monstre moment à les trouver, c'est dans des buissons, c'est environ à 4000 mètres. Donc ils font peut-être 2-3 jours à un endroit, après 2-3 jours à un autre. Et c'est des médecines en fait, qui est vendue en Chine et suivant au Dolpo par exemple, on les vend à plus de 8000 $ le kilo. Ah, voilà. Yarsagumpa. Hein? Yeah, Yarsagumpa. Yeah. And one piece, how much? 200. 200? Yes. And 1 kg? 1 kg. No. Atlak? Atlak, yes. Atlak, 8,000. Yeah. Yeah. And how long you stay here? 3 months. 3 months. And where is your children? Pacha, Kaha? Bacha? Yeah. Kathmandu. And your wife is with you, huh? Yeah. Yeah, yeah. And is cold here or not? Shiso? Yeah, little bit. A little bit. Thank you. Alors la petite anecdote de ce film que vous venez de voir, en fait j'ai dit moi je vais aller chercher le Yarsagumpa avec vous, donc comme on dormait là-bas j'avais le temps. Et je suis restée 2 heures à essayer, à trouver les racines et tout ça, rien du tout. Alors le gars il en avait déjà trouvé, puis lui non plus il n'avait pas trouvé parce que je voulais filmer quand il trouvait. Et lui il en avait déjà trouvé avant, alors je lui ai dit au bout de 2 heures, écoute, hein, tu replantes ton Yarsagumpa puis on fait semblant de le trouver. Voilà la petite anecdote. Pour ne pas changer le décor était hivernal au Tiliman Pass. Je m'habitue à ça. Nous étions très souvent seuls dans ces camps de base.
Après cette traversée, nous voilà enfin au Langtang, comme à la maison. Je savais déjà que j'allais carburer au thé. Je serais arrêtée à chaque maison. Le Langtang se relève gentiment de la tragédie de 2015. Une avalanche provoquée par le tremblement a entièrement enseveli le village. Mais après de nombreuses aides, la vallée du Langtang revit. Après beaucoup d'émotions, des rires, des pleurs, c'est toujours difficile de quitter mes amis du Langtang. J'allais découvrir la région du Ganesh Himal. C'est un endroit encore peu connu et qui reste encore authentique. Certaines parties, je me serais cru en Suisse. Je rêvais même de saucisses fondues quand je voyais ces petits chalets. Mais la réalité m'a vite rattrapée. C'était encore un dalbat. C'est un plat typique népalais constitué de riz, lentilles et légumes. Maintenant, il fallait traverser la région du Manaslu pour finir la première partie, le peuple des Gurung. Magnifique endroit qui est resté encore sauvage, où on voit la vie des habitants avec une vue incroyable sur un géant de l'Himalaya, le Manaslu, 8163 mètres. Après 70 jours de marche, je devais bientôt m'envoler pour la Suisse pour ouvrir ma cabane. J'avais vraiment peur de ce changement. Retourner à Katmandou est toujours un choc, mais malgré la pollution, le bruit, la foule, un monstre trafic, j'aime ces ruelles animées, les odeurs, les petits commerces, les couleurs et son patrimoine. La religion est omniprésente dans les rues de Katmandou, l'hindouisme en majorité et un peu le bouddhisme. J'adorais passer des heures dans ces monastères, écouter leurs mantras, le bruit des trompettes et tambours. Ben là, ce petit chapitre, ça sera pour ces enfants. Je voulais remercier, c'est un hommage à ces enfants qui m'ont vraiment tout donné pendant cette traversée. Et ils ont loin d'avoir une vie facile. Et puis, sans eux, j'aurais jamais continué. Alors, je vous dis merci, les enfants. Je voulais tous les prendre dans mes bras, leur donner du bonheur. Ils doivent se débrouiller dès leur plus jeune âge. Certains portent des charges déjà très tôt. Ils ont une vie tellement dure dans les régions isolées. J'avais emmené une petite imprimante, comme ça je pouvais leur donner directement les photos. Oh là là, j'en ai fait des heureux. De nombreux parents venaient avec leurs enfants me demander de les photographier. Par moments, ils devaient attendre plus d'1 heure, tellement qu'il y avait du monde. J'en ai vu des larmes de joie. J'ai pu distribuer des centaines de cadeaux aux enfants, souvent des petits sacs, crayons, brosses à dents, dentifrices, petits jeux. Ils étaient timides au premier abord et dès que je partais, ils couraient heureux vers leurs parents ou amis, fiers de leur présent. Ouais, je suis retournée au Népal finir cette deuxième partie en octobre, mais vraiment beaucoup plus fatiguée qu'en avril. Déjà, il y a eu la saison à la cabane et puis j'ai eu une baisse de morale. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais peut-être c'était toutes les émotions de ce trek. Donc je suis partie déjà pas très bien. Et puis donc j'ai traversé l'Annapurna jusqu'au Dolpo. Et 20 jours avant la fin, j'ai décidé d'arrêter. Déjà j'avais des problèmes de cheville et puis je pense que j'ai vraiment tout donné de moi. Je ne pouvais plus, quoi. Cette traversée de l'Annapurna au Dolpo était magique, avec ses régions reculées, ses décors arides, ses enfants marqués par le froid, ses caravanes de yaks. Je me croyais dans un autre monde. J'étais vite dans l'ambiance de l'altitude. En 4 jours, nous étions déjà au Mesokanto Pass à plus de 5000 mètres, en passant par le fameux lac de Tilicho. Le décor était incroyablement beau. Nous redescendions sur Jomson, ville sans intérêt. Ici, c'est le départ pour aller au Mustang. Comme de nombreux endroits au Népal, une route a été construite. On peut y accéder en jeep.
Heureusement, la partie à marcher dans la poussière n'a pas été trop longue. Je suis sûre que Tsumo aurait demandé à un chauffeur de l'emmener, même si c'est pour gagner que 5 minutes, et être malade, car elle détestait les transports. Elle aurait tellement aimé la partie de Dolpo. Je l'imaginais déjà à blaguer avec eux. Dans le Haut-Dolpo, les villages sont très isolés. Il faut passer de nombreux cols à 5000 mètres pour y arriver. C'est une région encore sous-développée. Il y a une authenticité que j'ai beaucoup aimée. Mais c'est assez incroyable, on y trouve des motos. Ils les achètent en Chine à 2 jours d'ici. Ça leur permet d'acheter une nourriture, car faire amener leurs denrées par Johnson serait un prix de fou. Les écoliers étudient que 6 mois dans l'année. De nombreux professeurs viennent pour la saison et repartent juste avant l'hiver. Oui, c'est vrai, on ne sort pas indemne de cette grande aventure. C'est toujours un choc de retourner à la maison. En tout cas, les gens ils m'ont appris beaucoup, la simplicité, l'authenticité, l'humilité. Et quand on retourne chez nous, quand on a ce confort et ce luxe, moi je me sens quand même très mal à l'aise par rapport à eux. Mais mon travail n'est pas fini, quoi. Je vais ouvrir une agence de trekking pour donner du travail à ces magnifiques gens. Donc ça sera ouvert un peu à tout, aux familles, aux sportifs, selon l'envie, selon les budgets. Et puis je me réjouis de ce nouveau projet. Ça fait un mois que je suis revenue du Népal. J'ai des souvenirs comme si c'était hier. J'ai regardé dernièrement les photos. Je me dis mais qu'est-ce que je me suis... C'est un truc de fou ce que j'ai fait, mais c'était quand même une aventure extraordinaire qu'on fait une fois dans sa vie, quoi. Je voulais remercier tous ces enfants qui m'ont donné la force, le team et tous les gens qui m'ont mis des messages sur le blog, qui m'ont soutenu. Ça c'était très important pour moi. Je voulais remercier aussi Tsumo, parce que c'est grâce ou à cause de toi que j'ai fait ça. Je voulais dire que tu me manques beaucoup et puis que je t'aime. Je sais que tu étais avec moi pendant ce périple. J'irai toujours dans les hauteurs pour être plus près de toi. Mais on n'a pas fini encore le travail au Népal. On a encore du job. Et je te promets que je ferai tout pour ton pays. Merci. En faisant cette traversée, en parcourant de nombreux kilomètres, je suis tombée devant une école qui avait vraiment besoin d'aide et n'a toujours pas été aidée par le gouvernement. Avec Félix, nous partirons en avril reconstruire notre 3e école. J'aimerais remercier tous les donateurs. Grâce à vous, de nombreux enfants pourront retourner sur les bancs d'école.